Au large de la côte méridionale de Cuba, gisent les restes des puissants navires de guerre espagnols, engloutis lors d'une bataille décisive de la guerre hispano-américaine. Aux côtés des chasseurs des océans, partons explorer ces épaves et découvrir le USS Merrimack, un charbonnier américain non armé dont la mission secrète faillit épargner à l'escadre espagnole sa tragique destinée. Clive Cussler est écrivain, spécialisé dans les récits d'aventure. James Delgado, directeur du musée maritime de Vancouver, est l'un des plus éminents archéologues marins. Mike Fletcher, plongeur professionnel de renommée internationale, a plus de 20 ans d'expérience. Enfin, John Davis, qui dirige l'équipe de plongée Econova, a coordonné des expéditions de recherche sous-marine dans tous les océans du globe. Ensemble, ces explorateurs de l'extrême nous emmènent vers d'authentiques aventures, à la recherche des célèbres vaisseaux naufragés. Partez vous aussi avec les chasseurs des océans. Bonjour, je suis Clive Cussler. La guerre hispano-américaine évoque souvent Theodore Roosevelt et ses courageux Rough Riders qui prirent d'assaut San Juan Hill. En réalité, cette guerre fut bien plus qu'une attaque de fantassins et de cavaliers dans les forêts et la campagne vallonnée de Cuba. Ce fut autant une bataille navale qu'un conflit terrestre, une épreuve de force en haute mer où la puissance navale espagnole fut confrontée à la toute jeune marine des États-Unis. En l'espace d'une journée, la flotte d'une nation fut anéantie. Un événement dans l'histoire navale dont certains disent qu'il fit basculer l'équilibre des puissances mondiales. Cette journée fatidique n'aurait peut-être jamais eu lieu si la destruction intentionnelle d'un charbonnier s'était déroulée comme prévu. Et maintenant, plongeons ensemble dans les eaux de Cuba pour revivre les derniers moments de la flotte espagnole et localiser l'épave du charbonnier dont l'équipage entier a reçu la médaille d'honneur. À bord d'un navire de plongée au large de la Nouvelle-Écosse, le chasseur des océans John Davis reçoit un appel porteur de bonnes nouvelles. Après 1 an de patientes négociations avec le gouvernement cubain, l'équipe s'est vue accorder l'autorisation d'explorer les épaves de la guerre hispano-américaine. Les chasseurs des océans ne disposent que de quelques jours pour fouiller les vestiges de l'escadre espagnole. Composée des destroyers Furor et Pluton, des croiseurs Almirante Oquendo, Maria Teresa, Vizcaya et Cristobal Colón, cette flotte faisait jadis la fierté de la marine espagnole. Aujourd'hui, ces navires sont éparpillés sur une bande de 80 km au large de la côte méridionale de Cuba. Les quelques jours de fouilles accordés par la Havane ne permettront l'exploration que de 3 de ces épaves, le Vizcaya, l'Oquendo et le Cristobal Colón. Mais Clive Cussler entend profiter de cette expédition pour localiser une autre épave, celle du seul bâtiment américain coulé au cours de la guerre hispano-américaine. Là, c'est le Merrimack. Il doit toujours être à l'entrée du port de Santiago. Je pense qu'on devrait essayer de le trouver. Est-ce qu'il y a une description du bateau? Oh, il est très bien décrit. Ça remonte à 1898. J'aimerais bien le trouver. C'est la première perte maritime de la guerre hispano-américaine et c'est ce qui fait son intérêt. Et bien sûr, Hobson et son équipage sont... Ils ont tous eu la médaille d'honneur. Mais un bateau à l'entrée du port, on l'a probablement fait exploser ou... C'est ce qu'on pourrait se dire. Mais qui sait? Oui, effectivement, on ne peut pas savoir. Il y a sûrement quelqu'un à Cuba qui a une idée sur la question, mais on sera sur les lieux pour le reste de la flotte impériale espagnole. Autant tenter notre chance. Les chasseurs des océans se dirigent vers Santiago de Cuba, sur la côte sud-est de l'île. Cette magnifique vieille ville est bordée par la Sierra Maestra et la mer. Fier de l'héritage que lui confère son statut de berceau de la révolution cubaine, Santiago a également joué un rôle central dans la guerre hispano-américaine. Les vieux châteaux et forteresses en ruine qui jalonnent ses côtes fourmillaient autrefois de canons et de soldats. Car à l'époque coloniale, cette ville était le siège de la puissance espagnole. Négocier l'autorisation de fouiller les épaves n'a pas été chose facile. Les relations entre Cuba et les États-Unis sont pour le moins tendues.
Le gouvernement de la Havane exerce donc une surveillance attentive de ses côtes. Les chasseurs des océans, John Davis, Mike Fletcher et James Delgado, se joignent à leurs hôtes cubains pour une inspection du port de Santiago. La beauté tropicale du site ajoute à l'agrément du voyage. Vicente González sera chargé de coordonner les activités de plongée dans le port et aux environs. Armando Morales assure la liaison avec TV Latina. C'est largement grâce à l'intervention de cette dernière auprès des gouvernements locaux que cette expédition a été rendue possible. C'est là où la flotte de Cervera était ancrée. Oui. Les Américains surnommèrent cette bataille de 4 mois contre l'Espagne la magnifique petite guerre. Mais celle-ci n'était qu'un épisode d'un conflit qui faisait rage depuis des décennies, le combat du peuple de Cuba pour se libérer de l'emprise de l'Espagne impériale. En 1492, Christophe Colomb revendiqua l'île au nom de l'Espagne. Le sucre et le tabac en firent un symbole de la puissance de son vaste empire. Les esclaves africains et cubains rêvaient toutefois de liberté. Les soulèvements étaient fréquents et brutalement réprimés. En 1895, le journaliste cubain José Martí rassemble les forces de Cuba libre au sein d'une armée rebelle suffisamment forte pour faire face aux Espagnols. Martí meurt au début de la révolte, en martyr de la liberté cubaine. En 1898, les forces rebelles sont sur le point d'expulser les Espagnols de Cuba. Pour les Américains, la révolution cubaine est l'occasion d'intervenir. Afin d'exprimer sa sollicitude, l'Amérique envoie le cuirassé Maine stationné dans le port de la Havane. Ce navire explose mystérieusement à l'ancre, tuant 266 marins américains. L'opinion publique américaine accuse les Espagnols. Washington s'apprête à disputer à l'Espagne la domination de la région. Aiguillonné par le chant « Souvenez-vous du Maine, au diable l'Espagne », le président McKinley ordonne le blocus des ports cubains. L'Espagne répond par une déclaration de guerre et donne aussitôt l'ordre à une escadre de cuirassés commandée par l'amiral Cervera d'embarquer pour Cuba. 4 croiseurs et 2 destroyers traversent l'Atlantique pour rejoindre le port de Santiago. Deux escadres de la toute nouvelle marine américaine, menées par l'amiral William Sampson et le contre-amiral Schley, barrent l'entrée du port, bloquant la flotte espagnole à l'intérieur. Après 6 semaines d'impasse, Washington perd patience. Entre-temps, les soldats américains chargés de soutenir le blocus naval de Santiago sont parvenus aux portes de la ville. Le 22 juin 1898, les troupes américaines débarquent sur la plage de Daiquiri, à l'est de Santiago. Le secteur est sous le contrôle des forces cubaines menées par le général Garcia. Les soldats progressent à l'ouest, en direction du principal bastion de l'Espagne en dehors de Santiago, San Juan Hill. Là, Theodore Roosevelt et son unité de cavalerie lancent l'un des assauts les plus célèbres de l'histoire américaine. À l'issue de la bataille, les troupes américaines et cubaines s'emparent des montagnes dominant le port de Santiago. La flotte espagnole est désormais à la portée de l'artillerie américaine. Cervera reçoit l'ordre de jouer le tout pour le tout et de jeter sa flotte dans les griffes des cuirassés américains bloquant l'entrée du port. La bataille navale épique qui s'ensuit ébranle l'Empire espagnol et modifie à jamais l'équilibre des puissances mondiales. Bien que les livres d'histoire parlent des batailles de Cuba comme étant essentiellement terrestres et centrées autour de l'attaque de San Juan Hill, nos plongées sur toutes les épaves de Santiago nous ont rappelé que la lutte pour le maintien de l'Empire ne fut pas forcément remportée dans ces tranchées ou au sommet de cette colline, mais plutôt en mer. Et chaque épave de la bataille de Santiago est une preuve de cette victoire et de la mort des ambitions impériales de l'Espagne dans les Amériques. L'équipe arrive sur le premier site, l'épave de Loquendo, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Santiago de Cuba. Tel une sentinelle, le canon solitaire pointé vers le ciel garde la dernière demeure de l'empire colonial espagnol. C'est le premier des 3 sites que l'équipe se propose de fouiller. Ces épaves ne sont pas seulement les vestiges de la bataille de Santiago,
Elles sont également le symbole du bouleversement des relations de l'Espagne avec le reste du monde et de la montée d'une nouvelle puissance impériale, dont l'influence sur le globe va s'avérer sans précédent. Plus qu'une simple épave, l'Almirante Oquendo est aussi un mémorial à la bravoure et la ténacité des 80 marins espagnols, massacrés par les plus de 40 obus qui s'abattirent sur le vaisseau. Dans la superstructure, la quasi-totalité des officiers furent tués ou blessés. Ces navires naufragés sont les tout derniers témoins de ce jour historique où l'Amérique fit son entrée sur la scène internationale en tant que puissance impériale. « 3 juillet 1898, 9h35. La flotte espagnole surgit du port. En première ligne, le croiseur Maria Teresa, à bord duquel se trouve Cervera, maintient un feu nourri. Tandis que les canons crachent leurs mitrailles, le ciel de ce dimanche matin s'emplit de fumée. Filant à l'ouest, le navire espagnol essuie l'essentiel des tirs américains. Le Vizcaya et le Cristobal Colón peuvent ainsi se faufiler hors du port et s'élancent également à l'ouest. Les obus pleuvent sur le Maria Teresa. Alors que les tirs américains se font de plus en plus précis, des incendies se déclarent et les munitions se mettent à exploser. Pas moins de 29 obus s'abattent sur le croiseur et en moins d'une heure, ce dernier en flammes s'échoue sur la côte. Les officiers donnent l'ordre d'abandonner le bateau. L'évasion des Espagnols a pris la flotte américaine au dépourvu. Les chaudières sont froides et il faut du temps pour faire monter la pression. Seul l'Oregon est en mesure de poursuivre l'ennemi. Les 4 navires espagnols en subiront les conséquences. L'Oquendo vient tout juste de sortir du port lorsqu'il est pris pour cible. Tous les bâtiments américains concentrent leurs tirs sur lui. Ensanglanté, le capitaine donne l'ordre d'échouer le croiseur. Ravagé par les obus, ce dernier heurte le rivage et se brise en deux. La première sortie s'est effectuée un jour calme. Je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si la mer avait été forte. La plongée était relativement délicate. Cette lame de fond lente et tranquille qui vient du large est un environnement dans lequel il s'est révélé très difficile de filmer. L'astuce, c'est de se laisser porter par les vagues. Il ne faut pas chercher à les contrôler, mais juste essayer d'éviter les obstacles. Une fois qu'on est dans le courant, il faut se laisser porter et juste éviter d'être projeté contre quelque chose de dur. Croiseur armé, l'Almirante Oquendo a été construit en 1891. C'est le sister ship du Vizcaya et du Maria Teresa. Ce fut le dernier à sortir du port et le deuxième à être détruit. Selon certains rapports maritimes, il aurait été touché pas moins de 68 fois par les canons des vaisseaux américains Indiana, Iowa, Texas et Oregon. La puissance navale représentait l'élément clé de l'Empire espagnol. Les hommes et officiers espagnols qui arpentaient ces ponts et maniaient ces canons représentaient le roi d'Espagne dans le monde entier. Ils étaient le bras de la couronne et les bataillons basés au sol comptaient sur leur force. La puissance de ces vaisseaux était le ciment qui maintenait l'unité de l'Empire. La puissance de la mer a dicté nos moindres mouvements autour du site, comme elle l'a fait au cours du siècle dernier avec l'Oquendo. Les forces en jeu sont manifestes. Voilà ce bateau énorme, massif, dont même le moteur a été déchiqueté. On peut voir la bielle gigantesque. C'est la tige qui relie le piston à l'intérieur du moteur. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander quelles forces ont bien pu non seulement broyer le bateau, mais également éventrer le moteur et disperser les pièces au fond de la mer. Ce qu'il y a de vraiment bien quand on plonge avec un archéologue, c'est qu'il suffit de le suivre. Ce dont je me suis rendu compte avec James, c'est que quand on fouille ensemble une épave sérieusement endommagée, il te conduit à des choses que d'autres n'auraient jamais vues.
C'était très excitant de nager à travers les épaves de ces cuirassés du début du siècle, car il y a très peu de ces vaisseaux qui ont subsisté. Et là, c'était l'occasion d'observer au fond de la mer une série de ces épaves qui ont été littéralement éventrées, à la fois par la bataille et par les forces de la mer, et qui, du fait de cette dissection, nous donne une idée quasiment médico-légale de l'aspect de ces vaisseaux, de la machinerie aux tourelles et aux canons, en passant par la cuirasse. C'était une occasion rare et unique d'en apprendre plus au sujet d'un type de cuirassé aujourd'hui disparu. Tandis que l'Oquendo se consume le long du rivage, la flotte américaine vient rapidement à bout des 2 destroyers espagnols, le Pluton et le Furor. Très vite, ils sont anéantis l'un après l'autre par les obus américains. La bataille fait rage depuis à peine plus d'1 heure, et seuls 2 des vaisseaux de Cervera sont encore à flot, le Cristobal Colón et le Vizcaya. Le croiseur Brooklyn et le cuirassé Oregon, suivis par l'Indiana, l'Iowa et le Texas, concentrent leurs tirs sur le bâtiment ennemi le plus proche, le croiseur Vizcaya. Tandis que le Brooklyn le dépasse, l'Oregon s'en approche à moins de 3000 mètres. Le navire espagnol est mitraillé sans relâche. Enfin, une formidable explosion déchire sa proue. Secoué, tordu par les flammes, le vaisseau se dirige vers la côte. C'est le 5e bâtiment coulé. Au loin repose l'épave du croiseur Vizcaya, l'un de ses canons massifs émergeant de la houle. Elle se trouve à près de 24 km à l'ouest de Santiago. Menée à la côte par son capitaine, l'épave gît en eau peu profonde. Une partie de l'équipage a échappé aux flammes et gagné tant bien que mal le rivage. Mais beaucoup n'y sont jamais parvenus. Le Vizcaya a été construit en Espagne en 1891, sur le modèle de la classe britannique Aurora. C'est le sister ship du Maria Teresa et de l'Oquendo. Je pense que pour le Vizcaya, on devrait se concentrer sur l'avant. En fouillant le Vizcaya, j'étais content une fois de plus de suivre les traces de James. Il repère presque tout de suite l'ancre du bateau. Voilà le gros organo auquel la chaîne était attachée et la verge de l'ancre. Tout est là. Un peu plus loin, on est frappé par la force du courant autour du Vizcaya, car les eaux ici aussi sont peu profondes. Par geste, James me suggère de gagner le côté abrité du vaisseau, où l'on sera moins affecté par les mouvements de l'eau. Le Vizcaya est sérieusement endommagé, mais il reste de grands morceaux de coque, et James parvient à entrer en passant par l'un des hublots cassés. Le Vizcaya est le vaisseau qui fut envoyé à New York en réponse à l'arrivée du Maine à la Havane. Il est ancré là-bas lorsque l'Amérique apprend l'explosion du Maine. La presse locale le présente comme une menace pour la ville. Et le bâtiment espagnol se met en route pour la Havane le 24 février. Le 3 juillet, au cours de la bataille de Santiago, alors qu'il tente de s'enfuir du port, il est touché par la quasi-totalité des navires américains. En proie aux flammes, il explose peu après 11h15 du matin. Je me souviens que sur les photos prises après le naufrage, le Vizcaya se dressait fièrement hors de l'eau. Et on peut imaginer cette même épave aujourd'hui, une centaine d'années plus tard, battue et rebattue par les ouragans. James a trouvé un très gros canon, resté intact grâce à son revêtement blindé, et je le vois qui essaie de pénétrer à l'intérieur. Il n'a pas la place de passer, mais sa patience est récompensée. Il finit par trouver un endroit où il peut tout juste se faufiler. Tout est affaire de synchronisation. L'ouverture étant étroite, l'eau s'engouffre dans le canon et en ressort tout aussi vite. Il faut donc bien choisir son moment. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est comme si on était dans une très grande pièce. Le courant est bien moins fort.
Avant que James ne me montre l'un des canons, je n'avais pas réalisé à quel point ils sont massifs. Ils sont énormes. Leur base est de la taille d'un arbre. Sur le pourtour de la cuirasse se trouve une série de hublots. Et c'est à cet emplacement que les artilleurs espagnols, seuls ou en équipe, tenaient leurs canons en équilibre et les ont pointés sur la flotte américaine pour riposter. On est remonté à l'intérieur, tout le long de la tourelle arrière. On est rentré de force. On est arrivé à passer sous le bouclier du canon, puis à revenir jusqu'à la culasse. Juste quand t'es prêt à passer, un gros paquet d'eau t'arrive dans la figure et tu ne peux plus avancer. Puis tout à coup, t'es poussé en avant. Donc c'est une question de timing. Tandis que le Vizcaya se consume sur le rivage, le Cristobal Colón, dernier bateau à flot, est impitoyablement poursuivi par la flotte américaine. C'est le plus récent des bâtiments espagnols. Si récent en fait que son armement principal n'a pas été installé avant sa mise en service. Il a épuisé toutes ses réserves de charbon et ne dispose plus que de charbon local de qualité inférieure, ce qui ralentit son allure. Dépassé par le cuirassé Oregon, il vire en direction de la côte. Le vaisseau américain lance un obus de 33 cm qui retombe juste devant lui, puis un deuxième qui manque de peu la poupe. Réalisant qu'il n'y a plus d'espoir, le commandant du Colón baisse le pavillon, ouvre les vannes et échoue son bateau sur le rivage. La simple puissance de feu de la flotte américaine a suffi à annihiler la fierté de la marine espagnole. La bataille de Santiago est terminée. À l'ouest de la ville, les chasseurs des océans se rassemblent sur cette plage déserte. À moins d'1 kilomètre au large, le Cristobal Colón repose par 20 mètres de fond. Après nous être retrouvés sur la plage en face de l'épave, nous sommes prêts à partir au large et à commencer notre plongée. La forte déclivité de la rive génère un ressac très violent. Si l'un de nous tombe ici, tout ce qu'il transporte sera cassé. La plage paraît tranquille, mais la manœuvre est très délicate. Un courant très fort balaye la plage dans ce secteur. Et bien qu'il paraisse inoffensif, il est en fait très dangereux. Malgré leur expérience, les deux plongeurs trouvent les conditions difficiles. Le Colón sera le dernier bateau à faire l'objet de fouilles. Dernière victime de la flotte américaine, il repose en silence dans les eaux cristallines, symbole de la lutte pour la domination de la région. Quand on dégringole de l'arrière du bateau de plongée et qu'on descend jusqu'à l'épave du Colón, on est frappé par la taille du navire, en particulier quand on s'approche de cette proue massive avec son énorme éperon à l'avant. On a l'impression d'être minuscule à côté, et on perçoit vraiment ce navire de guerre comme un symbole, pas seulement de la bataille, mais de la puissance navale de l'Espagne. Nous nous éloignons de la proue massive du Cristobal Colón en longeant le fond et nous approchons d'un gros trou situé sur le flanc du bateau. Sur le côté de ce qui semble être une soute à munitions pour les canons du Colón, j'observe des étagères vides où les obus étaient autrefois alignés contre les murs ainsi que du matériel jeté dans la vase. Témoignage des derniers moments où ces obus ont été envoyés sur les ponts en toute hâte pour riposter face à la flotte américaine. En levant les yeux, on peut voir les canons alignés sur le flanc du vaisseau. En poussant un peu plus loin, on constate que ces canons de 57 mm, l'armement secondaire du Colón,
étaient les seules armes dont les Espagnols disposaient ce jour-là pour riposter. Car la batterie principale du colonne n'avait jamais été installée dans les tourelles. En nageant le long de la coque, on comprend mieux pourquoi Cervera avait écrit à ses supérieurs à la veille du départ de la flotte pour Cuba, notant que lui et ses hommes étaient envoyés en sacrifice. Ces ponts et coursives tordus témoignent avec autant d'éloquence qu'un document historique de la modification des rapports de force dans le monde, des fluctuations de puissance et d'influence en matière de politique internationale. Le sifflement des obus s'abattant sur le pont, les cris des blessés et des mourants, le bruit produit par les survivants sautant de leurs vaisseaux condamnés, tels furent les sons qui marquèrent la chute d'un empire. Le Cristobal Colón nous offre le luxe de plonger dans des eaux calmes. Des 3 épaves qu'on a fouillées à Cuba, c'est de loin la plus profonde. Et de ce fait, elle n'est pas tourmentée par le battement de la houle, par le flux et le reflux du courant. Une grande partie de la structure a donc été préservée, ce qui nous permet de nager d'un pont à un autre et de plonger dans ce que j'appellerais le monde secret du Colón. Même si le tumulte de la bataille a cessé depuis fort longtemps, la surveillance des vestiges de la flotte de Cervera demeure une activité importante. L'examen de ces coques ravagées par les obus permet d'acquérir des connaissances non seulement sur les navires, mais également sur les conditions dans lesquelles les équipages ont lutté et péri, à une époque où le monde connaissait de profondes mutations et où le nouveau monde s'imposait face au vieux continent. James doit lutter contre le courant sous-marin pour regagner la rive. Un courant que durent également affronter les survivants blessés et épuisés du Colón. Alors, à quoi il ressemblait? Comment était la visibilité? Bonne. Je dirais une quinzaine de mètres. On est descendu tout de suite. La proue est entièrement intacte. Elle descend tout droit et il y a toujours l'éperon. Je suis content d'avoir ces images. C'est le dernier bateau de la flotte, celui qui a failli s'échapper. Et on a vraiment fait un point complet sur la flotte impériale espagnole. Ils me font de la peine, ces types. Ils ont le vaisseau le plus moderne et le plus rapide, mais ils n'ont pas les canons qui vont avec. Ils sont poursuivis par les forces de la flotte américaine qui n'a qu'à tirer avec ses gros canons. Eux, tout ce qu'ils ont, c'est leur armement secondaire et leurs mitrailleuses. Donc ils n'ont pas d'autre solution que de filer à toute allure. Et quand ils réalisent qu'ils ne pourront pas, on peut se demander pourquoi ils ne se sont pas enfuis au large. Parce qu'ils se seraient fait rattraper et détruire. Ils le savaient. Et c'est pour ça qu'ils ont filé vers la plage. Bon, on a la flotte espagnole et on a vraiment de belles images de ces vaisseaux. Mais le premier à s'en être allé, la première victime de la guerre, nous attend toujours. Et je suis vraiment impatient que vous mettiez la main sur le Merrimack. Oui, à supposer qu'il y ait toujours un Merrimack. La destruction des 6 bâtiments de la flotte espagnole aurait pu être évitée si un modeste charbonnier avait mené à bien un plan audacieux. À la fin du mois de mai 1898, tous les principaux navires de guerre américains de l'Atlantique stationnent à l'entrée du port de Santiago. L'amiral Sampson réalise que s'il ne peut détruire la flotte ennemie, il peut lui ôter toute utilité. De fait, s'il parvient à bloquer les 3 chenals d'accès au port, la flotte espagnole sera piégée et neutralisée. La solution est de saborder un vaisseau au point le plus étroit du passage. Le charbonnier Merrimack, chargé du ravitaillement de la flotte en mer et considéré comme non indispensable, est désigné pour la mission. Sampson confie la préparation de l'opération à un ingénieur naval de 28 ans, le lieutenant Richmond Hobson.
Hobson élabore un plan qui requiert des nerfs d'acier et un minutage extrêmement précis. À la faveur de la nuit, le Merrimack devra passer les défenses du port et gagner l'endroit où le chenal ne fait plus que 106 mètres. Une fois là-bas, on placera ce navire de 100 mètres de long en travers du passage et on fera détonner 10 charges explosives. L'explosion démolira la coque du bateau et le fera sombrer. Hobson sait que les chances de survie sont minimes. Pourtant, les volontaires ne manquent pas. 6 hommes sont sélectionnés et les préparatifs commencent. Tous les membres de l'expédition savent que s'ils reviennent, ce ne sera pas à bord du charbonnier. Les facteurs importants sur ce site, ce sont évidemment les informations scientifiques qui vont permettre à James de clore définitivement le débat quant à l'identité de cette épave. On doit être sûr qu'il s'agisse bien du Merrimack. Nos hôtes cubains en sont certainement convaincus, mais personne n'a jamais eu l'occasion de descendre sur le site et de rassembler les données qui permettraient de se prononcer définitivement au sujet de cette épave. Les Cubains savent qu'une épave se trouve bel et bien à l'endroit où le Merrimack aurait coulé. Les chasseurs des océans projettent de fouiller l'épave et de déterminer s'il s'agit réellement du charbonnier. Des échantillons de charbon seront prélevés, analysés et comparés au registre de l'US Navy. L'équipe espère que cette preuve, associée aux observations scientifiques de James, permettra d'identifier ces vestiges comme étant bien ceux du vaisseau héroïque. Le 3 juin 1898, aux premières heures du matin, Hobson et ses hommes passent à l'action. Ils pilotent une bombe flottante, truffée d'explosifs, mais également chargée de tonnes de charbon. La lune étant haute dans le ciel, Hobson met le cap directement sur le château d'El Morro, situé à tribord. Tandis que le Merrimack se rapproche sans un bruit du goulet, un éclair troue l'obscurité et un obus fuse au-dessus de la poupe. Un bateau espagnol en faction a tiré à bout portant sur le charbonnier, alertant les unités postées le long de la côte. Bien vite, le Merrimack est pris entre deux feux. Donc à ce stade, quand le Merrimack passe ici, il essuie déjà un feu nourri. Ses canons ouvrent le feu et au moment où il franchit ce point, il n'y a pas seulement les canons de Socopa et d'El Morro qui le prennent pour cible, mais aussi la batterie Estrella, juste là-bas, qui lui tire droit dessus. Et pas seulement avec les vieux canons du fort, ils ont aussi débarqué des canons modernes. Ils ont pris une partie des canons du Reina Mercedes, un des croiseurs espagnols, et ils les ont postés à Socapa. Le Merrimack se retrouve sous un tir croisé. Et une fois qu'il s'est engagé dans le chenal, d'autres bateaux, juste au niveau du second point, ouvrent également le feu. Donc ces types se jettent droit dans les bras de la mort. Tandis que le Merrimack progresse dans le chenal, il continue d'être bombardé de toutes parts. Au début de la semaine, Omar Lopez, le conservateur de la ville de Santiago, conduit John Davis au sommet de la batterie Socapa, sur le flanc ouest du chenal d'accès au port de Santiago. Là, couverts de broussailles, reposent les vestiges du canon à longue portée qui protégea jadis le port et contribua à repousser la flotte américaine. Comme l'a fait remarquer James, les canons provenaient d'un vaisseau de la marine espagnole. La position élevée de la batterie ajoutait à la formidable portée du canon. Depuis ce point stratégique, Omar est en mesure de nous montrer le site où le Merrimack aurait abandonné la lutte et sombré en ce matin fatidique de 1898. Tandis que le Merrimack s'avance dans le port, les canons poursuivent leur œuvre de destruction. À un moment critique, l'appareil à gouverner est emporté par un obus espagnol. Hobson donne aussitôt l'ordre de jeter l'ancre de proue. C'est le signal qu'il faut faire exploser la poudre. Mais au lieu des violentes explosions attendues, seules 2 petites détonations se répercutent dans les falaises. Sur les 10 charges, 8 n'ont pas explosé.
Leur mécanisme de mise à feu a été arraché par les obus. Au lieu de se mettre en travers du chenal, le Merrimack dérive vers le port. Ils se retrouvent bientôt dans la ligne de mire de 2 navires de guerre qui joignent leur tir au précédent. Hobson et ses hommes se recroquevillent sur le pont, tandis qu'une pluie d'obus et de balles s'abat sur le bateau. Les chaudières éventrées crachent de la vapeur et des flammes crépitent autour d'eux. La proue finit par s'enfoncer dans les flots, tandis que la poupe s'élève au-dessus des vagues. L'équipage s'agrippe aux débris, tandis que le Merrimack disparaît dans la mer. Au lever du jour, les Espagnols vont chercher Hobson et ses hommes, agrippés à leur radeau, et les emmènent au château d'El Morro. Aujourd'hui, le château est la propriété des Cubains. En souvenir du passé, on tire chaque jour un coup de canon, un hommage à l'histoire mouvementée de cette vénérable forteresse. Nous sommes au Castillet d'El Morro. La fortification espagnole située à l'entrée du port de Santiago est vieille de plus de 400 ans. En 1898, c'était la principale fortification défendant le port. Ces canons ouvrirent le feu sur le Merrimack, venu bloquer le chenal et contribuèrent à le couler. Ce même fort servit de prison à Hobson et à ses hommes. Ces cellules sont assez sinistres, mais ils furent bien traités. Les Espagnols et les Américains se battaient en vertu du même code, le code de la chevalerie. Et cela transparaît dans le récit du sort qui a été réservé à Hobson et à ses hommes après la destruction du Merrimack. On raconte que le matin, ils ont vu un petit bateau arriver. C'était une chaloupe qui se dirigeait vers l'un des vaisseaux espagnols. Hobson aurait, paraît-il, crié « Y a-t-il un officier à bord qui puisse recevoir notre capitulation ?» On lui a répondu oui. Et d'après ce qu'on raconte, l'officier n'était autre que l'amiral Cervera lui-même. Il a regardé les hommes à la mer, puis il a regardé les canons du fort. Il savait ce qui s'était passé. Il avait tout vu la nuit précédente. Il a regardé ces hommes et n'a dit qu'un seul mot. Valiente. Vaillant. Brave. Ils s'étaient battus en vertu d'un code. Ils avaient fait preuve de chevalerie. Et les Espagnols les respectaient, même si c'étaient leurs adversaires. Donc, même si cette prison paraît sinistre, ces hommes ont été bien traités. Et finalement, ils ont été transférés dans des quartiers plus confortables, dans Santiago même. Et de là, ils ont été échangés contre des prisonniers de guerre espagnols. L'ensemble des volontaires retournèrent aux États-Unis et reçurent par la suite la plus haute décoration militaire, la médaille d'honneur. C'est probablement la seule et unique fois dans l'histoire américaine où l'équipage entier d'un vaisseau s'est vu décerner une telle distinction. L'équipe arrive sur le site de l'épave. Avant de plonger, ils doivent laisser passer un cargo sortant du port. Celui-ci passe très exactement à l'emplacement présumé du bateau. Cette voie de navigation était très active. Et après une centaine d'années, les fouilles ne seront sans doute pas très fructueuses. Les Cubains ont, paraît-il, fait exploser l'épave pour dégager le chenal. Et en voyant cet énorme cargo passer en plein sur le site, Mike et moi sentons que nous n'allons pas trouver grand-chose, sauf peut-être quelques bouts d'acier. Après vérification du matériel, John inscrit l'heure de départ, tandis que l'équipe entame sa descente. Il appartient désormais à James Delgado, notre archéologue sous-marin, d'identifier ce vaisseau et de lever le doute une fois pour toutes sur la dernière demeure du Merrimack. Quand on est entré dans l'eau, celle-ci était trouble et sombre. Et j'étais persuadé qu'on n'allait pas trouver grand-chose, qu'on allait chercher des fragments à l'aveuglette, dans l'obscurité et la vase. Et soudain, la poupe a surgi des ténèbres, remarquablement intacte, mais également endommagée par le combat.
C'était très excitant, car le gouvernail posé à côté m'a rappelé le compte-rendu d'Hobson, comme quoi la barre du Merrimack avait été emportée au moment où ils entraient dans le chenal. Je pouvais presque voir ce gouvernail en train d'être arraché et s'immobilisant contre le navire au moment où celui-ci a coulé. En dessous du gouvernail, la torche de Mike illumine l'hélice. Une découverte excitante. Mais il y a plus excitant encore. Nous découvrons en effet que l'hélice n'a plus de pale supérieure. Celle-ci a visiblement été arrachée. Tout ce que l'on voit en nageant au-dessus de l'épave est une surprise. On ne s'attendait pas à découvrir des vestiges aussi bien préservés. Et jamais je n'aurais pensé trouver un navire qu'on puisse aussi clairement identifier comme étant le Merrimack. Des écoutilles s'ouvrant sur l'intérieur, des trappes à travers lesquelles on faisait passer le charbon, des trous d'obus sur les flancs et dans les ponts, l'un d'eux venant clairement de la poupe. Peut-être d'un point élevé, probablement un coup tiré depuis El Morro. En observant les ponts déformés et tordus, nous réalisons, et c'est là la chose la plus surprenante, que le Merrimack avait pris feu. Tous les tirs avaient probablement enflammé le charbon entassé dans la cale et le bateau a brûlé pendant un certain temps. Ces ponts ont sans doute été chauffés à blanc pour avoir été tordus de la sorte. Et ce n'est qu'au moment où le bateau a coulé que ces feux se sont éteints. Nous avons pu également aborder l'aspect scientifique, en accédant par l'un des trous à la soute à charbon, ce qui nous a permis de prélever des morceaux de charbon à rapporter au laboratoire pour analyse. Les procédures d'identification d'une épave revêtent de multiples formes. Soumis aux analyses adéquates, le charbon prélevé par James livrera d'importants renseignements. Si l'on parvient à établir une correspondance avec le charbon fourni selon les rapports maritimes au Merrimack, ou à relever des empreintes digitales identiques, une nouvelle pièce essentielle viendra s'ajouter au puzzle. Tout en progressant vers l'extrémité de la proue, courbée, tordue et reposant dans la vase, nous sommes descendus, Mike et moi. Mike a dirigé la caméra vers le bas et en même temps, ma torche est venue heurter la chaîne de l'ancre qui sortait et retombait dans la vase. Je l'ai suivi, je me suis retourné et là, dépassant de la vase, il y avait la verge de l'ancre. Le navire a coulé à l'ancre. À ce stade, pour moi, il n'y avait plus aucun doute. J'étais en présence d'un bateau chargé de charbon, criblé d'obus, qui avait flambé et avait coulé dans le chenal à l'endroit précis où les cartes l'indiquent. Et c'est un navire en acier rifté, solide, à fort tirant d'eau. C'était le Merrimack. Beau morceau, superbe. Tu veux que je te dise? La proue est toujours ancrée au fond. Tout le bateau est là. Étonnant. Il y a tout. Incroyable. Donc il n'y a pas eu de gros dégâts. Est-ce qu'il y a autre chose de bousillé à part la timonerie? On peut voir de grosses explosions, mais Mais il a tenu le choc. la cale est en un seul morceau. La quille aussi. Remarquable. Et c'est bien le Merrimack. Il y a des écoutilles pour le charbon, la barre est endommagée, il y a des trous d'obus. Le gouvernail est arraché? Ouais, on le voit là. C'est toute l'histoire Hobson. L'une des principales ailettes sur l'hélice est bousillée. L'ailette du haut. T'as remarqué, James? L'ailette du haut, c'est cassé net. Ouais, cassé net. L'analyse de l'échantillon de charbon apporte de nouvelles informations surprenantes. Les techniciens annoncent que ce charbon a été exposé à une chaleur si intense qu'il s'est transformé en coque. Cette transformation ne peut se produire que si le charbon est surchauffé, puis soudainement trempé. Pour les chasseurs des océans, c'est là une preuve supplémentaire que l'épave est bien celle du charbonnier Merrimack, un navire embrasé par des milliers d'obus ennemis, torturé par le feu, puis englouti par les flots avec sa cargaison. C'est le Merrimack. Et c'est une page très importante de l'histoire américaine.
C'est pour ça que nous chassons les océans. Nous allons dans des endroits où le commun des mortels ne peut pas aller. Et je sais qu'il a fallu beaucoup de diplomatie et de travail à John pour nous emmener ici, nous emmener au fond de la mer et nous donner la chance de pouvoir dire de manière définitive, c'est le Merrimack. Les épaves de la guerre hispano-américaine comptent parmi les derniers vestiges de la lutte que menèrent les Espagnols pour maintenir leur empire dans les Caraïbes. Toutefois, leur destruction n'a pas entraîné la libération de Cuba. Cette grande bataille a marqué le début de l'expansionnisme hors du continent nord-américain et la création d'un nouvel empire américain. En vertu du traité de paix, les États-Unis prennent possession des Philippines, de l'île de Guam et de Porto Rico pour la somme dérisoire de 20 millions de dollars. En l'espace d'un an, le gouvernement militaire américain s'installe à Cuba. Ce qui, pour les États-Unis, n'a été qu'une aventure de 4 mois, est pour l'armée cubaine une fin amère après des décennies de lutte. Aucun de nous ne pensait, écrivit le célèbre général cubain révolutionnaire Máximo Gómez, que l'intervention américaine serait suivie par une occupation militaire du pays par nos alliés. Ce ne peut être notre destinée finale après des années de lutte. Les Cubains n'oublièrent pas les promesses rompues, ni n'abandonnèrent leurs rêves, libérer Cuba de tout contrôle étranger. 60 ans plus tard, ce rêve allait déclencher une autre révolution. Mais l'histoire n'allait pas se répéter. Une fois la fumée dissipée, seul le drapeau cubain flotterait sur l'île de Cuba.